Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Depuis quelques jours dans les médias, notamment affaire Kokan, ministère des Sports, la nomination des membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pose problème, plus maintenant. Le Premier ministre clarifie les rôles de chaque entité. Patrick Kachi a reçu ce jeudi à la primature les membres de l'équipe. Octobre est dédié à la consommation des produits locaux, une initiative des ministres du Commerce de l'espace UMOA. Elle vise à valoriser ces productions et lutter contre la cherté de la vie. Le ministre Souleymane Diarra Souba a lancé à Bouaké le mois d'octobre, mois du consommé local. Le sujet fait débat en ce moment. Les incompatibilités à la fonction de député. L'Assemblée nationale invite les représentants du peuple dans la présente situation à faire un choix entre la fonction parlementaire et celle non élective. Mais qui sont ces élus concernés par la mesure? Que dit la loi? On saura tout dans le dossier politique à suivre dans ce journal. Et puis au Nigeria, l'armée annonce la mort de Abou Moussab al-Barnawi. C'est l'un des leaders du groupe État islamique. Le chef de l'état-major de défense n'a pas précisé les circonstances du décès de ce responsable du groupe djihadiste nigérien ISWAP affilié à l'EI. Plusieurs rencontres à la primature ce jeudi et tout est désormais clair. Le chef du gouvernement met fin à la polémique. Le Premier ministre Patrick Kachi a reçu à la primature ce jeudi le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le COCAN faisait face à des remous enregistrés ces derniers jours. Alexis Ouedraogo. Dernière rencontre de cette journée, celle du Premier ministre avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, venu présenter sa nouvelle mouture. L'occasion pour Patrick Kachi de recadrer l'équipe face aux différends affichés ces derniers jours. Ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable que l'on puisse assister à de pareils comportements qui ternissent l'image du pays et sa crédibilité. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour dire à mes deux ministres que je ne pourrais pas, en tant que Premier ministre, accepter que ce genre de comportement à nouveau se répète. Elle va être nécessairement, dans ces circonstances-là, suivie de sanctions immédiates. Il ne s'agit pas de questions liées à Abidjan ou à la Côte d'Ivoire, mais qu'on est regardé par le monde entier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a atteint des performances exceptionnelles grâce à son excellence le président de la République et qui est admiré, qui à nouveau a retrouvé ses lettres de noblesse par le monde, qui jour après jour reçoit des félicitations et que dans ce contexte particulier, il est totalement inconcevable qu'on puisse assister à ce genre de spectacles qui sont totalement à contre-courant de ce qu'est devenu notre pays et de ce qu'il représente de par le monde. La Côte d'Ivoire se prépare à recevoir en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations, près de 40 ans après une première édition de 1984. À moins de 20 mois de l'événement, le message est donc clair, tout mettre en œuvre pour le succès de ce rendez-vous. Il nous a prodigué des conseils pour la bonne marche du comité d'organisation et surtout des conseils pour atteindre les objectifs que M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, attend du COCAN. Nous avons pris bonne note et nous avons tenu à le rassurer de la disponibilité et surtout de la volonté des membres du COCAN pour réussir cette mission. La Côte d'Ivoire, rassemblée avec toutes les compétences qui ont été présentées au COCAN, s'engage à offrir au monde et à l'Afrique une des meilleures cannes qu'elle aura connues. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, accueillera l'Afrique et les Ivoiriens ensemble, soudés dans le COCAN, montreront que la Côte d'Ivoire est la terre de la vraie fraternité. L'heure est donc à la tâche, relever les défis de l'organisation avec une équipe solidaire pour faire flotter bien haut le drapeau ivoirien. Et on reste à la primature avec Alexis Ouedraogo. Il poursuit ses consultations périodiques avec les acteurs clés de l'économie. Le Premier ministre Patrick Kachi a reçu ce jeudi les animateurs de la filière Anacarde. Le secteur connaît une croissance remarquable au niveau de la production. La filière bénéficie d'une subvention du gouvernement à hauteur de 16 milliards de francs CFA et l'État veut aller encore plus loin en ouvrant le secteur au marché européen et américain. Ce jeudi à la primature, un agenda bien rempli.
pour le chef du gouvernement. Dans le cadre de ces déjeuners périodiques avec les acteurs clés de l'économie, la filière Anarcade était invitée pour des échanges directs, une démarche appréciée. Nous avons parcouru de long en large tous les aspects, nous avons fait l'état des lieux et nous nous sommes compris. Nous nous sommes parlé franchement et nous avons vu la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Premier ministre qui s'engage auprès des acteurs. Nous quittons là pas seulement l'espoir, avec un enthousiasme qui nous a remotivés. Parce que là, il arrive des moments où en fait, on finit par douter un peu des discours politiques. On dit, ah oui, bon, c'est stratégique, ah oui, c'est cela, mais bon, oui, il y a des initiatives qu'on peut voir, mais bon, qui ne donnent pas les résultats attendus. Mais là, nous avons vu, en fait, notre Premier ministre, qui a vraiment donné son va-tout, c'est-à-dire il a donné. Nous sommes là, il nous a même expliqué ce que nous savions déjà. Okay? Ce n'est pas en fait, ce n'est pas de la philanthropie que l'État aide le secteur privé. L'État aide le secteur privé pour que passer son chiffre d'affaires de l'État généré par le secteur privé et la population. Voilà. Donc c'est important que nous sommes partenaires en réalité. À leur suite, autre audience, celle avec Tridem Pharma. Le groupe renforce son positionnement dans le pays avec un investissement de 50 milliards de francs CFA pour la mise sur pied d'une usine de production devant susciter à terme quelques 400 emplois. Avec ce projet, non seulement nous allons renforcer les capacités de production pharmaceutique de la Côte d'Ivoire, mais également les capacités de distribution et faire de la Côte d'Ivoire un véritable acteur de la distribution pharmaceutique, mais également de l'exportation de médicaments. Une nouvelle saluée par l'Ordre des pharmaciens venu présenter au chef du gouvernement le déroulé de la 21e édition du Forum pharmaceutique international qui se tient à Abidjan. Nos pays produisent moins de 10% de nos besoins en médicaments, ce n'est pas normal. On estime que 60 ans après les indépendances, après avoir formé autant de personnes de qualité dans le domaine, il est important maintenant qu'on oriente la vision vers la production locale et la production qui concerne autant bien les molécules classiques, les médicaments classiques qui sont connus, mais aussi les médicaments qui sont issus de la pharmacopée traditionnelle africaine. Et le pays chérit l'ambition d'être le hub de la sous-région avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un environnement industriel fiable et durable. Et avec un monde agricole qui est à l'honneur, il va gratter le ciel d'Abidjan du haut de ses 20 étages. Bientôt l'immeuble du Planteur. Dans la capitale économique, un bâtiment en plein cœur du plateau qui va abriter les locaux des fêtières et autres bureaux. La convention signée avec la société de construction. Les travaux débutent dans 6 mois, nous précise Jean-Luc Bambo. Plateau, avenue Lamblin. C'est ici, à la place de ce bâtiment qui abrite les locaux de la Chambre nationale d'agriculture, que sera érigée la maison du Planteur, une tour de 20 étages en face de la grande mosquée du plateau. Son contrat de bail à construction a été signé ce jour par visioconférence, fruit d'un partenariat entre la Chambre nationale d'agriculture et un opérateur privé marocain. C'est le fruit de longs mois de travail, malgré la conjoncture compliquée, celle du Covid, qui a ralenti énormément d'énergie par rapport au contexte mondial, mais ça n'a pas ralenti notre engagement par rapport à ce projet parce qu'on pense réellement que c'est une opportunité pour nous tous de développer quelque chose d'unique pour le ministère de l'Agriculture et la Chambre d'agriculture en Côte d'Ivoire. 20 716 mètres carrés. La maison du Planteur a pour vocation de redorer le blason de la profession agricole. Le futur immeuble va redonner à la profession agricole sa fierté et sa dignité, tout comme à notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose sur l'agriculture. Cet édifice aussi sera une source pérenne de ressources financières qui permettra à la Chambre d'agriculture d'assumer pleinement ses missions auprès de nos agriculteurs. Les travaux de cet ouvrage devraient débuter dans 6 mois pour durer 24 mois. La maison du Planteur coûtera 34 millions d'euros, soit 22 milliards de francs CFA.
Et ce développement se poursuit dans la sécurité qui se consolide. Du matériel pour les armées et la gendarmerie nationale d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est le geste de Côte d'Ivoire Énergie qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces déployées dans les régions du Tiologo et du Bonkani. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a réceptionné ce don qui soutient les actions du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Côte d'Ivoire Énergie renforce le patrimoine des armées et de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur dévouement et en vue d'aider au renforcement des capacités opérationnelles des militaires et gendarmes engagés dans les opérations de sécurisation dans la zone nord, notamment dans les départements de Kong et de Téini. Côte d'Ivoire Énergie leur apporte un appui logistique et matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour faire face à la menace terroriste. Nous espérons que cette contribution aidera à décupler les efforts permanents déployés sur le terrain pour améliorer les conditions d'engagement de nos soldats sur le théâtre des opérations. Soutenir notre armée, c'est donc soutenir la République dans sa mission d'assurer la sécurité de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires et qui, selon eux, vise à renforcer les liens armée-nation. Ce lien, si indispensable en période de crise et qui a toujours constitué le socle de l'efficacité de la défense opérationnelle du territoire. Il s'agit que les populations comprennent bien les enjeux de la défense et apportent leur soutien aux actions des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, l'acte posé par Côte d'Ivoire Énergie est un acte citoyen. Le contexte sécuritaire aujourd'hui exige beaucoup de moyens et d'efforts pour faire face aux menaces terroristes et autres bandes criminelles. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, consent d'énormes sacrifices pour doter l'armée de Côte d'Ivoire de moyens afin de neutraliser toute forme de menace dans notre pays. Votre action est un signe d'encouragement et aura certainement un impact considérable sur les conditions de travail et le moral de nos hommes. Outre la remise de matériel aux armées et à la gendarmerie nationale, les localités bénéficiaires des travaux d'urgence d'électrification rurale dans les 10 départements ont reçu des dons pour la rentrée scolaire 2021-2022. Notons que le matériel offert aux forces armées et à la gendarmerie est composé de 2 pick-up, 2 drones de surveillance à plus de 1000 mètres de portée, 30 Lipico de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée. Et le mois d'octobre est dédié à la consommation des produits locaux. Une décision des ministres du Commerce de l'espace UMOA, un moyen de valorisation des productions et de lutte contre la cherté de la vie. C'est à Bouaké que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a lancé cette initiative dénommée mois d'octobre, mois du consommé local. Kader Sogodougou. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, est au marché de Gros de Bouaké. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres membres de l'UEMOA, célèbre la 2e édition de mois d'octobre, mois du consommé local. Un concept des ministres du Commerce de l'espace UEMOA pour promouvoir les produits locaux. Cette mesure se veut également un moyen de lutter contre la cherté de la vie. Mois d'octobre, mois de consommé local, met en avant les coopératives de producteurs et de commerçants. Le Conseil national de lutte contre la cherté de la vie, en charge de la mise en œuvre des stratégies, en étant au cœur du lancement à Bouaké, entend poursuivre sa dynamique. Le marché de Gros de Bouaké, de par sa position stratégique, entend jouer un rôle capital pour la consommation des produits locaux. Un partenariat entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et le marché de Gros de Bouaké a été signé pour parfaire les choses. La Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée sur la voie du consommé local. Ce mois d'octobre caractérisé mois de consommé local représente donc une opportunité donnée et décisive aux États membres de l'UEMOA pour intensifier les actions de promotion des produits locaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que le niveau d'importation de la Côte d'Ivoire reste élevé. Il se chiffre en 2020 à 5 947 milliards de francs CFA. C'est élevé et c'est énorme.
chaque année, nous sommes amenés à sortir de la Côte d'Ivoire 5 947 milliards de francs CFA. Imaginez-vous si tout ce montant était investi en Côte d'Ivoire en faveur des acteurs locaux, en faveur de nos mamans du vivrier. Tout ceci peut transformer notre pays, créer de la richesse et créer plus d'emplois. 10 tricycles, sans brouette, c'est le don du ministre Souleymane Diarra à 10 coopératives actives de la région de Bouaké pour les aider à évacuer sur les marchés leur production. Et pour mieux planifier le développement, il faut des données fiables. Le démarrage ne sera plus possible le 1er, mais plutôt le 8 novembre. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat est donc reportée d'une semaine. C'est l'annonce faite par le gouvernement ce jeudi lors d'une conférence de presse. Vous allez les entendre au micro de Cheikh Koné. Les ministres Nialé Kaba et Amadou Koulibaly lancent un appel à la mobilisation des populations. Initialement prévu démarrer le 1er novembre prochain, l'opération de dénombrement, étape clé dans le processus du RGPH, recensement général de la population et de l'habitat 2021, est reportée au lundi 8 novembre, soit une semaine de décalage. Les raisons évoquées sont entre autres. Premièrement, nous n'avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation, qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021, va commencer demain, 15 octobre. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté la vaccination obligatoire contre la COVID-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Ainsi, la nouvelle période de collecte va s'étendre du 8 au 28 novembre 2021. Pour ce nouveau chronogramme, la ministre du Plan et du Développement s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions matérielles, humaines et financières sont prises pour que ces nouveaux délais soient tenus. Les activités techniques seront encadrées par des activités de communication qui débuteront à partir du 15 octobre 2021. Cette campagne de communication endossée par le ministre Amadou Koulibaly va concerner tous les médias basés en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le ministre de la Communication a lancé un appel à l'endroit des hommes de médias. Je veux en tout cas que tous les médias, que ce soit la presse, presse papier, presse en ligne, les radios, qu'elles soient commerciales, de services publics ou de proximité, c'est le lieu que tout le monde s'engage dans cette opération pour qu'elle connaisse un franc succès qui pourrait bénéficier donc à nos populations, à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Le RGPH 2021 est la 5e opération du genre menée en Côte d'Ivoire. Le recrutement du personnel de terrain est achevé. Il porte sur 38 000 personnes, soit 28 500 agents recenseurs et du personnel de réserve. Dans l'actualité ce soir, l'incompatibilité avec la fonction de député. On en parle et justement, le sujet fait débat en ce moment. À travers une note d'information, l'Assemblée nationale invite les députés en situation d'incompatibilité à faire un choix entre la fonction parlementaire et celle non élective. Alors, qui sont ces élus concernés au juste par cette mesure? Que dit la loi sur la question? Pour avoir des réponses, je vous invite à suivre le dossier politique de ce soir avec Moussa Konaté. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale invite-t-il, mesdames et messieurs les députés concernés par les dispositions légales sur les incompatibilités, à bien vouloir se conformer à la loi en lui adressant sans délai une déclaration d'empêchement à l'exercice du mandat de député. Qui sont les concernés par cette note? L'Assemblée nationale n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Dassansan est député de Bouna. Son nom aurait été cité sur l'une des listes. Lui tient à apporter des précisions. Le cri qui a réveillé les soupçons du président de l'Assemblée nationale est un écrit qui a été malencontreux. Malencontreux dans la mesure où cet écrit vise des personnes qui ne sont pas en situation d'incompatibilité.
Moi, par exemple, j'ai été cité comme étant directeur juridique du port autonome d'Abidjan, ce qui est parfaitement inexact. Le tenant du poste s'appelle effectivement Dassansan, mais moi je m'appelle Dassansan Tikwete. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas le directeur juridique du port autonome d'Abidjan. Le député de Koulia, Touré Alpha Yaya, interpellé sur la dite liste, apporte sa réponse. J'ai démissionné depuis mars de mon poste de gérant d'une société dont l'État était l'un des principaux clients. Le sujet sur l'incompatibilité des députés ivoiriens cristallise en ce moment toutes les attentions. D'abord, un député, c'est quelqu'un qui vote les lois et donc il est censé respecter les lois. Et donc, quand dans un pays, un député occupe 2 postes, c'est déjà quand même pour nous les citoyens, c'est mal vu en fait. Il faut que ceux qui sont là-haut, ceux qui occupent des postes de haut niveau, puissent montrer l'exemple. Et ce n'est rien d'autre, ce n'est que les députés, voilà, ce sont ceux-là qui doivent nous montrer l'exemple. L'incompatibilité avec la fonction des députés est prévue par l'article 19 du Code électoral ivoirien. Il stipule que lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités, il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des 2 fonctions. De l'avis de politologues, se conformer à cette règle, c'est faire preuve de démocratie. Le député a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale. Donc vous imaginez un député qui doit contrôler l'action gouvernementale dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le même député est contrôlé par l'exécutif. Donc vous comprenez qu'il y a un problème d'éthique, parce que le député ne sera pas véritablement en mesure de faire correctement son travail. Prenons l'exemple d'un député qui est directeur de cabinet. Il est subordonné du ministre, il est subordonné de l'exécutif. Et donc vous comprenez que ce député-là n'est pas indépendant. Ce député-là ne peut pas exercer convenablement sa fonction parlementaire. Et donc il faut mettre fin rapidement à cette illégalité pour que l'Assemblée nationale puisse jouer convenablement son rôle. Pourtant, une réponse à cette question sur l'incompatibilité existe. La loi sur la suppléance des députés, instituée en septembre 2004. Selon cette disposition, le député suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement, conformément aux règles d'incompatibilité. Quoi qu'on dise, ces personnes-là peuvent être dans cette situation. C'est-à-dire occuper une fonction publique non élective avant leur élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et donc, il est prévu justement que ces personnes-là décident soit d'occuper le poste de député ou de sénateur ou de rester dans leur fonction ancienne. Et quand c'est le cas, voilà, ils doivent donner la place à leurs suppléants. Le député suppléant, lui aussi, une fois il doit venir siéger, il suit le même sort en termes de restriction que le député titulaire. Si il était dans une fonction incompatible à la fonction de député, il doit aussi cesser son activité. Lorsque on est élu à la suppléance, ça se prêtait à cette éventualité, d'attendre que son titulaire soit dans une situation d'incompatibilité. Et le titulaire a bien choisi son suppléant pour ce faire. Donc c'est une opportunité pour ceux qui sont en cette position de suppléance d'assurer la pleine fonction, comme il se doit et comme la loi le leur permet. Les élus concernés par la mesure d'incompatibilité soumettent de faire un choix entre siéger à l'hémicycle et leurs fonctions non électives. L'action est bien accueillie par le ministère en charge de la bonne gouvernance. Vous savez, c'est une question sur laquelle le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance a eu à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parce que c'était des décisions, je pense, tout à fait justes. Et donc, on pense que c'est conforme à la loi. Il faut que tout le monde reste conforme à la loi, quel que soit son niveau de responsabilité, quelle que soit l'administration dans laquelle on se trouve. L'Assemblée nationale emboîte ainsi donc la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'incompatibilité avec la fonction des députés est conforme au règlement de l'institution parlementaire et à la Constitution à travers les articles 87 à 92. Le dossier politique de ce soir avec Moussa Konaté, les incompatibilités à la fonction de député. Et dans la suite de l'actualité, on s'intéresse à cette crise sanitaire qui persiste. Attention à la Covid-19, il ne faut surtout pas relâcher dans l'observation des gestes barrières.
Voici les chiffres de ce jeudi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 40 nouveaux cas de Covid-19, 88 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 60 942 cas confirmés, dont 59 219 personnes guéries, 673 décès et 1050 cas actifs. Au total, 2 778 764 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Et il faut donc continuer de se vacciner pour se protéger contre la pandémie. On parle aussi d'une autre vaccination. Demain s'ouvre une campagne nationale contre la rougeole, rubéole, intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Une équipe de médecins a rencontré les journalistes pour demander leur contribution dans la mobilisation des populations. On le voit avec Eugène Atoubé. La contribution des médias encore sollicitée pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Une équipe du PEV, programme élargi de vaccination, explique aux professionnels des médias et aux journalistes l'enjeu de cette campagne et ce que le programme attend des médias en termes de production télé, radio et presse. Objectif, donner un large cours au déroulement de cette campagne. On considère les journalistes comme ceux-là même qui doivent seulement relayer. Si on est mieux imprégné, si on est mieux impliqué, on peut mieux relayer, on peut plus efficace au niveau du battage médiatique autour de cette campagne-là. Dans la stratégie d'approche, dans la stratégie de communication, il faut intégrer les journalistes et les moyens doivent suivre. Le programme élargi de vaccination indique qu'il s'agit d'une campagne de suivi et les cibles les enfants de 9 mois à 5 ans. Ce sont près de 6 300 000 enfants vaccinés pour la rubéole rougeole et environ 1 525 000 pour la poliomyélite. Avec l'apport des médias, le PEV table sur un objectif de plus de 95% pour chaque antigène et espère la mobilisation totale des ménages. Les médecins-chefs de district vont faire des programmes de passage dans les quartiers. Déplacez-vous pour aller vers ces sites pour faire vacciner votre enfant. La vaccination permet des avancées notables. Faisons confiance à la vaccination et faisons vacciner nos enfants. Ne vous fiez pas aux rumeurs, aux tabous, qui n'ont pas de base scientifique. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole rubéole, intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite, va se dérouler dès demain, 15 octobre, jusqu'au 20 octobre prochain. Sa finalité, contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole et permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir son statut de pays libre de poliomyélite. Et nous recevons le coordonnateur de la campagne nationale contre la rougeole, rubéole, intégré à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite, professeur Akalepri Nekez, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va en savoir davantage avec vous. Alors, tout de suite, c'est pourquoi une telle offensive vaccinale, on va dire? Alors, 3 maladies, rougeole, rubéole et polio. Rougeole, parce que nous avons connu des flambées épidémiques de rougeole, 41 flambées pour l'année 2021. Rubéole, parce que cette maladie continue d'être une préoccupation pour le pays. Et enfin, polio, parce que nous voulons nous mettre à l'abri de tout ce qui est circulation du poliovirus en Côte d'Ivoire. Alors, il s'agit de 3 vaccins pour les enfants, mais qui sont ceux qui sont véritablement ciblés dans cette campagne de vaccination? Alors, 2 vaccins. Le premier, il est combiné, rougeole, rubéole. Ils sont concernés environ 6 248 567 enfants de 9 mois à 59 mois. Et le second vaccin, c'est le vaccin polio inactivé, qui concerne, lui, 1 522 220 enfants de 3 à 4 ans. Donc, c'est une nouvelle campagne. On va dire tous les enfants sont concernés? Tous les enfants de cette tranche d'âge-là sont concernés pour la rougeole, quel que soit leur statut. On leur offre l'occasion de renforcer leur immunité. Par contre, pour le second vaccin, c'est bien ciblé, c'est l'enfant de 3 ans à 4 ans. Vous parlez du second vaccin, vous parlez du vaccin antipoliomyélitique injectable, inactivé. Voilà. D'accord, oui, parce qu'habituellement, la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire contre la polio se fait par vaccin oral. Cette fois, c'est injectable. Pourquoi ça change de cette façon? Alors, on a 2 types de vaccins. Il y a le vaccin polio oral, qu'on a dans le PEV de routine, la vaccination de routine, et on a le vaccin injectable qui se fait à 14 semaines. Entre 2017 et 2018, il y a une rupture mondiale de ce vaccin, et certains enfants de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu ce vaccin-là. C'est pour ça qu'on parle de campagne de rattrapage. Donc, c'est 16 enfants qui ont 3 à 4 ans qui vont être rattrapés au cours de cette campagne. Pas tous.
D'accord, donc c'est un rattrapage, ce qui veut dire que les enfants qui sont à jour de leur vaccin ne sont pas concernés par les deux. Enfin, les enfants à jour qui ont déjà reçu le vaccin antipoliomyélitique injectable inactivé n'auront pas forcément à avoir ce vaccin-là. Par contre, pour la rougeole et la rubéole, c'est tous les enfants, quel que soit les statuts, de 9 mois à 59 mois. Et c'est gratuit? C'est complètement gratuit. On va vous délivrer une carte de vaccination. D'accord. Alors, et la dernière question, c'est comment la campagne va se dérouler? Ce sont les enfants qui se déplacent vers des centres que vous avez dédiés ou alors il y aura des agents qui vont se rendre dans les domiciles? Alors, c'est un peu mitigé. Ce n'est pas comme la polio, on passe dans tous les ménages. Les agents, les enfants, les parents vont aller vers les postes de vaccination, dans les centres de santé, dans les marchés, dans tous les endroits qui ont été identifiés pour pouvoir recevoir les doses de vaccin. D'accord. Merci beaucoup, professeur Akalépri Nikes. Vous êtes le coordonnateur de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, rubéole et poliomyélite. Il ne reste plus qu'à demander à tous les parents de se rendre dès demain jusqu'au 21 octobre sur toute l'étendue du territoire pour faire vacciner les enfants âgés de 9 mois à 5 ans contre ces 3 maladies. Merci, professeur. Je vous en prie, merci beaucoup. Et on se rend dans le district autonome du Gor-Djibois. Le ministre-gouverneur, lui, André Dakouri-Tablé, a été présenté ce jeudi aux populations. Il a saisi l'occasion pour exhorter à l'union pour la réussite de sa mission. De Gagnoua, le reportage de Mahama Traoré. Dans mon village, il n'y a même pas d'école, il n'y a qu'une école seulement. On a besoin des écoles, des dispensaires surtout. Qu'ils fassent un effort pour qu'on puisse avoir le goudron. Parce que de nos jours, pour se déplacer, on a des problèmes. À Gagnoua, comme dans les autres localités de la région du Gor, la soif de développement est grande. Et c'est un fils de la région qui a été mandaté par le chef de l'État pour conduire les populations à la source du bien-être. Nommé en juin dernier comme ministre-gouverneur du district autonome du Gor-Djibois, Louis-André Dakouri-Tablé entame sa prise de contact avec ses administrés. Ce jeudi, à Gagnoua, chef-lieu de district, les populations, par la voix des chefs élus et cadres, ont transmis leur soutien aux porteurs de cette mission de développement. Monsieur le ministre-gouverneur, parce qu'il s'agit du développement de nos villages, de nos communes et de nos villes, nous prenons l'engagement devant cette auguste assemblée de vous accompagner, d'être à vos côtés. Nos parents ont besoin que leurs enfants aillent à l'école. Et quand ils ont fini l'école, nos parents veulent que leurs enfants travaillent. Le travail que vous avez à faire, c'est d'apporter le bonheur à nos parents. Et c'est pour ça que nous serons à vos côtés, pour travailler tous les jours à vos côtés, pour que cela puisse s'accomplir. La région du Gor compte 2 départements et 5 communes pour une population d'environ 350 000 habitants. Conformément à ses attributions, le ministre-gouverneur devra veiller à la bonne exécution des projets de développement initiés par le gouvernement dans cette région, notamment le projet de renforcement de l'adduction en eau potable depuis Zambakro, le bitumage des voiries des localités de Gagnoua et Ouragayo et la construction d'un poste source à Oumé afin d'améliorer la fourniture en électricité. Je me tiens entièrement à votre disposition. Je serai à l'écoute de chacun et de chacune d'entre vous. Je serai là pour vous. Je serai là pour ceux qui veulent travailler, mouiller le maillot et prendre leur destin en main. Je serai là pour ceux qui manifestent leur volonté de créer des activités génératrices de revenus à petite, moyenne ou grande échelle. Prochaine étape pour le ministre-gouverneur Louis-André Dakouri-Tablé, la ville de Divo, où il rencontrera les populations de la région du Lodjibois. Et on poursuit avec les soutiens à la scolarisation. Les communautés éducatives de 2 villages de Dabakala ont récemment reçu des kits scolaires, un don d'une coopérative qui contribue ainsi à soutenir les enfants en situation sociale difficile. Walter Amatou Ouattara. Soulagement pour 200 parents d'élèves en cette rentrée des classes à Tongbono Bamarasso et à Kafoudougou, des villages situés dans le département de Dabakala. Leurs enfants reçoivent des kits scolaires offerts par la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, groupement de miniers à petite échelle qui fait la promotion de l'orpaillage légal.
Selon la structure donatrice, cette action vise à aider les bénéficiaires à avoir les manuels nécessaires pour réussir une bonne année scolaire. Le maire résident de Dabakala, Fofana Lamine, le sous-préfet de Dabakala, Akissi Paul-Éric, et l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire ont honoré de leur présence cette remise de kits scolaires. Le geste de la COPEDA est vraiment une bouffée d'oxygène pour les parents. Merci à la COPEDA pour ce qu'il fait pour l'école ici à Dabakala. Et nous disons à la COPEDA que nous prendrons toutes les dispositions pour que ces kits-là soient utilisés à bon escient. Cette action sociale de distribution de kits scolaires est une tradition inscrite au programme éducation dénommé COPEDA for Education. Pour cette année scolaire 2021, la COPEDA s'est investie dans la construction, la réhabilitation et l'équipement d'au moins une dizaine d'écoles au primaire comme au secondaire à travers le département de Dabakala. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, l'armée annonce la mort d'un des leaders du groupe État islamique, Abu Musab al-Barnawi. Le chef de l'état-major de défense n'a pas précisé les circonstances du décès du leader du groupe djihadiste nigérien ISWAP, affilié au groupe État islamique. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, le sage nous apprend que quand il y a plusieurs cuisiniers autour de la marmite, la soupe n'est pas loin d'être trop salée. Dieu le voulant, on se retrouve demain.